Tous pour ce 24e live des vignerons de Champagne indépendants. Champagne indépendant. Et ce soir, nous allons dans la côte de Cézanne, dans le Cézannais, avec Aurélie et Loïc, et Aurélie notamment en live, donc du Champagne Bar-à-Masson, qui va nous rejoindre dans quelques instants en vidéo. Voilà. Eh bien, qui va apparaître sur nos écrans. Voilà. Coucou Aurélie, comment vas-tu? Ça va, merci. Et du coup, grâce à nos essais, hein, c'est rare que le vigneron nous rejoigne en premier directement avant les différentes personnes. Que nous accueillons, hein, donc les personnes défilent devant moi à grande vitesse. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue pour ce 24e live des vignerons indépendants de Champagne. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir donc ce soir pour notre live donc Aurélie Barra du Champagne Bar-à-Masson. Nous sommes à Villeneuve-la-Grande, donc au sud des coteaux du Cézannais, euh, avec un domaine que je connais déjà un tout petit peu parce que j'ai déjà eu la chance de déguster bien sûr leur vin, mais aussi leur terre. Et quelle bonne terre! Et voilà, qu'ils cultivent avec amour, avec passion. Et c'est cet amour et cette passion que nous allons essayer de vous faire partager et que Aurélie, je pense et j'en suis sûr, va vous transmettre ce soir. Comment ça va, Aurélie? Ça va. Ouais? Je suis pas très à l'aise avec la vidéo, tout ça, mais ça va. On va Oui, mais essayer regarde, tu as la de... banane, hein, c'est exactement ce qu'il faut, hein. Alors, on remercie déjà celles et ceux qui nous ont rejoints. Et puis donc ce soir, on va parler bien sûr du domaine, hein. On va parler du terroir de Villeneuve-la-Grande et puis surtout aussi la dégustation d'une cuvée dont tu nous en diras un petit peu plus dans quelques minutes, hein. Voilà, donc les personnes arrivent au fur et à mesure, hein. Bah, écoute, je te propose d'ores et déjà de nous présenter le domaine et surtout notamment un peu l'historique, hein. J'aime bien qu'on raconte un peu l'histoire, l'esprit de la maison avant d'aller un peu plus loin, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Aurélie. Je travaille avec Loïc, mon mari. On a commencé coopérateur. On a repris chacun le domaine de nos parents, enfin le vignoble de nos parents, donc sur les communes de Vinox pour ma part et Beton du côté de Loïc. Et en 2009, on a commencé à convertir le vignoble en agriculture biologique. Et c'est ce pas qui nous a fait quitter la coopérative et à partir duquel on a souhaité faire notre propre vin. Donc, on a commencé à réhabiliter les anciens bâtiments du corps de ferme à Vinox pour installer une cuverie, donc des cuves inox, un chai avec des barriques, différentes barriques, des demi-nuits, un pressoir, une cave, enfin voilà, on a tout aménagé pour pouvoir faire notre vin. Et nos premières vendanges datent de 2011, donc on était en dernière année de conversion bio. Et dès 2012, là, les raisins étaient bio, donc on a produit du champagne bio. Voilà. Donc vous avez commencé vraiment avec pratiquement en vous lançant déjà en conversion, pratiquement. Oui, 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 tout à fait. Donc conversion en 2009, donc oui, il faut 3 ans pour être certifié bio, donc la troisième année c'était en 2012. Et finalement c'est bien tombé parce que la réglementation sur la vinification bio est apparue en 2012. Donc on est tombé, enfin voilà, c'était pas mal, c'était assez clair pour le consommateur, même pour nous, donc c'était bien. Alors comment vous vous répartissez le, tra- le travail entre Loïc et toi? Alors Loïc, lui, il est plus côté vignoble, parce que lui, la terre, c'est son truc. Il aime ses vignes, il aime la terre, il aime travailler le sol, voilà. Et moi, je m'occupe du vin, des vendanges jusqu'à la commercialisation. Et j'ai la chance de m'occuper de tout ce qui est administratif. Voilà. Il en faut. Il en faut, bah oui. Donc nous, donc le domaine
enfin, on travaille sur 9 hectares de vignes, tous certifiés en agriculture biologique. On a 90% de chardonnay sur le terroir et 10% de pinot noir. Donc, notre objectif, c'est vraiment de travailler chaque parcelle séparément. Donc, on a commencé avec un pressoir traditionnel cocard de 4000 kg. Et puis, très vite, on a voulu en trouver un de 2000 pour pouvoir séparer toutes nos parcelles. Donc, on a réussi à en trouver en 2017. Donc, on s'est relancé dans des travaux pour agrandir le centre de pressurage et puis la cave, on en a profité. Et on a trouvé donc un pressoir traditionnel, pareil, de 2000 kg. Donc les deux pressoirs sont côte à côte, mais ce qui nous permet de travailler chaque parcelle séparément. C'est pareil, en fait, moi j'aime bien fractionner tous les jus de pressurage. Donc on fait des cœurs de cuvée, première et deuxième serre, les QVB en troisième serre et quatrième, cinquième serre, ce sont les tailles. Donc, les cœurs de cuvée pour chaque parcelle sont vinifiés, une partie en inox et une autre partie en demi-nuit. Ça fait déjà 6 ans qu'on travaille avec des demi-nuits de 600 litres. C'est en chêne. On ne les achète pas neuves parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment la micro-oxygénation et puis un boisé léger. Mais voilà, donc acheter des fûts d'occasion nous suffit pour faire ça. Mhm. Et les QVB, depuis quelques années, on les vinifie qu'en barrique, tout comme les tailles, parce que les tailles, ça va leur apporter un peu plus de complexité. Donc ça me plaît bien. Donc c'est vrai que notre chai augmente d'année en année. Mais on travaille quand même toujours en cuve inox pour garder vraiment l'expression du terroir, parce que la cuve, elle est vraiment neutre par rapport à ça, alors que le fût, lui, va apporter ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur ces fractions de pressurage QVA, QVB, parce que tout le monde n'est pas forcément au point là-dessus, hein, sur Allô? Allô? On t'entend? J'ai pas tout entendu, mais bon, oui, Ah, tu m'entends bien là? Ah, ça a coupé du côté d'Aurélie. Ah, vous savez que là-haut, il y avait beaucoup de moulins, hein. On a l'abbaye euh, de la Reposte qui est juste à côté, qui avait installé beaucoup de moulins sur le secteur, puisque auparavant, il y avait des marécages en bas de coteaux, hein. Et il y avait plusieurs bras de la Nox, donc qui, entre guillemets, drainaient l'ensemble. Et ok, donc Aurélie va se reconnecter, elle a dû avoir un souci de connexion. Et vous avez un bras notamment qui passe juste à côté du domaine de chez Aurélie, qui nous en reparlera certainement après, hein. Et se sert aujourd'hui de cette eau, entre guillemets, pour refroidir notamment les cuves, donc de manière naturelle. Et auparavant, donc, il y avait plusieurs moulins comme ça disséminés sur l'ensemble du coteau de Villenox. Alors Aurélie, hein, c'est pas grave, hein. Il faut juste te reconnecter, relancer, et je vais te revoir passer, je vais te réaccepter dans la discussion. Donc ce sont des choses qui arrivent, hein, puisque quelquefois on a des soucis de connexion. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, hein, qui nous ont rejoints. Aurélie a dû couper parce qu'elle a dû avoir un souci de connexion, donc je vais attendre qu'elle se... Voilà. Aurélie va se reconnecter. Le miracle de la technologie va œuvrer encore une fois, parce que dans quelques secondes, Aurélie arrive comme par magie. Et voici Aurélie. bon, excusez-moi, j'ai eu, oui, un petit souci. Ah, J'ai, est-ce que tu as mis ton haut-parleur à fond parce qu'on t'entend pas trop? oui, oui, c'est bon là? On t'entend pas beaucoup. Ah, je vais essayer de parler plus fort. Ouais.
Donc, on en était au expliquer les cœurs de cuvée. Donc, les cœurs de cuvée, en fait, c'est les jus issus de la première et deuxième serre au moment enfin, pendant le pressurage. Avec un pressoir Coca, on fait 5 presses pour faire le pressoir, pour avoir nos 25 hecto-50 de jus. Et donc, la première et deuxième serre, elles représentent à peu près 16 hectos. Et ça va être les jus les plus sucrés, les plus acides, qui vont nous donner des vins un peu plus complexes que les autres. Les QVB, donc, représentent la troisième serre. Ça va être un petit peu moins sucré, un petit peu moins acide. Et puis les tailles, bah, c'est pareil, encore un peu moins sucré, un peu moins acide. Ça va nous permettre, enfin, ça va être utilisé dans les assemblages à rotation plus rapide ou pour apporter un peu plus je sèche, de facilité à le boire, quoi. Alors, excuse-moi Aurélie, mais on t'entend vraiment pas beaucoup. Ah mince! Tout à l'heure, on t'entendait mieux. Ça a coupé, mais on t'entendait beaucoup mieux. Ben, j'ai rien changé pourtant. Ah ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que je peux faire? Tout est à fond, tout est... Vous m'entendez là? Moi, je t'entends vraiment euh, un tout De petit loin? peu. Eh bien... Bah, visiblement, tout le monde t'entend bien. Donc, Ah bon. continue. Voilà. Donc après, oui, on continue. Enfin, moi, je continue à travailler en cuvinox, surtout pour la cuvée fleur de craie. Donc, ce que je disais, la cuvinox, elle est vraiment neutre et on va pouvoir garder le côté très tendu des jus. Alors que tout de suite, quand on vinifie en barrique, bah, on va arrondir un peu, on va apporter un peu de complexité au vin et du coup, on va perdre cette tension. C'est pas la perdre, mais elle va être un peu plus assouplie. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous décrive un peu les cuvées, les diverses cuvées ou... Bah, ça, on le fera juste après, hein, si tu le veux bien. Alors, moi, j'ai un peu une question. Donc, dans l'élaboration de tes cuvées, comment tu fais pour sélectionner entre guillemets les parties fûts, les parties cuves, comment que ça fonctionne? Eh bien, chaque cuvée va avoir une partie en cuve et une partie en fût. Donc, le cœur de cuvée, c'est vraiment, je remplis un demi-muit de chaque mare, de chaque parcelle, et le reste va en cuve inox. Et les QVB, maintenant, je fais tout en barrique. Donc, j'ai des barriques de 300 litres, des barriques de 225 litres. Ça dépend un petit peu. Cette année, bon, c'était pas, hein, c'était une année compliquée au vignoble, comme un Hmm. peu partout. On a beaucoup utilisé le pressoir de 2000 kg. Heureusement qu'il était là parce qu'on avait beaucoup moins de rendement que certaines années. Donc là, mes QVB, j'avais un petit peu moins de volume, donc j'ai rempli plus de petites barriques, alors que des fois, j'utilise les barriques de 300 litres pour faire mes QVB. Et les tailles, c'est pareil, je les vinifie en fût. Alors, c'est maintenant rare que je les vinifie en cuvinox. Après, je sais que par exemple, voilà, comme je vous disais, pour ma fleur de craie, j'ai besoin d'un peu plus de vin en cuvinox. Les marganes, le millésime, certaines cuvées comme l'évoli, qu'on ne fait pas tous les ans, mais on va mettre plutôt des vins vinifiés en barrique. Donc, bon, je sais à peu près voilà, mon volume en barrique, il va être utilisé et puis je vais l'utiliser, alors pas forcément à 100% en barrique, hein, mais en tout cas, ça va donner des vins un peu plus riches, un petit peu plus complexes. Euh, donc après, dans mes assemblages, en fait, quand on va faire nos assemblages au mois de juillet, bon, il y a des cuvées qu'on essaie de faire tous les ans. Et puis, il y a des cuvées qui sont un peu éphémères, que l'on va faire vraiment si le vin
nous surprend cette année-là, on va se permettre de faire une cuvée un peu différente. C'est le cas de Nuances de Cornouailles qu'on va déguster tout à l'heure. Ce ne sont pas des cuvées que l'on élabore systématiquement tous les ans. On attend vraiment, enfin, on attend la dégustation pour voir s'il y a des petites particularités, s'il y a des vins qui sortent un peu de l'ordinaire cette année-là. Et puis, en fonction de ça, on va élaborer ou non une nouvelle cuvée ou seulement des cuvées qui sont dans la gamme depuis quelques années. Ok. Alors moi j'ai une question par rapport au bio. Depuis le moment où vous avez commencé le bio, comment tu vois l'évolution de ton vignoble, l'évolution des vins? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, s'il te plaît? Alors, l'évolution du vignoble, en fait, avant de faire du bio, on travaillait déjà pas mal les sols. Donc, quand on a fait les profils géologiques, euh, ensemble, on avait déjà vu que les racines, elles étaient toutes en profondeur. Après, quand on est passé au bio, c'est qu'on pensait que le vignoble pouvait passer au bio. C'est-à-dire qu'on avait déjà un équilibre entre la vigueur et... la vigne, elle avait son équilibre vigueur, rendement, et elle était belle comme ça. Il y a des parcelles, on n'a pas passé les 9 hectares d'un seul coup en bio, hein. Il y a des parcelles qu'on demandait un peu plus de temps afin qu'on adapte un petit peu leur vigueur, qu'on adapte un peu le travail un peu plus restrictif, on peut dire ça comme ça, pour que justement les rendements diminuent un petit peu pour avoir une maturité toujours optimum. Moi, je ne veux pas du tout chaptaliser à la vendange, donc j'attends vraiment des raisins bien mûrs dès la récolte. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que les parcelles, il a fallu que les parcelles soient prêtes pour passer au bio. Et parce que le bio, faut quand même trouver un équilibre entre le sol et la vigne et la vigueur pour pouvoir traiter qu'à de faibles doses de cuivre. On commence la campagne à 200 grammes de cuivre par hectare. Après, en pleine floraison et en pleine végétation, des fois on est à 400 grammes, puis après on redescend vite à 200. Donc, si on a des vignes trop vigoureuses, c'est sûr que là, ça ne va pas passer. Et c'est pas le but. Le but, c'est quand même d'avoir des beaux raisins à la vendange. Alors, des fois, effectivement, on en a peu, ça c'est clair, mais on a toujours de très beaux raisins qui arrivent à une maturité, aller entre 10,5 et 11,5. C'est très rare qu'on ait des degrés en dessous. Et puis on attend aussi, hein, au moment de la récolte, vous Oui. faites des prélèvements, on attend. Je sais qu'une année, alors je ne sais plus laquelle, là, ça m'échappe, mais on a commencé quand un viticulteur de Montgenot finissait. Mais bon, après, voilà, chacun attend en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il veut dans ses vins et de ce qu'il veut faire comme vin. Mm. Donc voilà, on s'adapte pour essayer de faire des beaux raisins euh, mûrs. Ok. Après, au niveau pressurage, je sulfite un peu. J'utilise le bisulfite parce que moi, j'aime pas du tout les vins oxydés, Loïc non plus. Donc, on n'est pas. Voilà, un vin qu'on laisse sans y toucher, pour moi, ça devient du vinaigre. Donc, j'ajoute du bisulfite au moment du pressurage. J'essaye de pas du tout en ajouter tout au long de la vinification et de l'élevage. Après, c'est pour ça que là, les vins, après la fermentation alcoolique, jusqu'à ce qu'on fasse les soutirages, ils sont sur lifine, que ce soit en cuve inox ou en barrique, pour les protéger. Après, le houillage est quand même. On fait attention au houillage. On ne les houille pas toutes les 5 minutes parce que dès qu'on houille, même les barriques, finalement, on rouvre la barrique et Oui. ça, Mm. c'est pas très utile non plus. Mais s'il n'y a pas besoin, s'il n'y a pas besoin de rajouter de bisulfite, je rajoute pas de bisulfite. Alors tout ce qui est vinifié en cuve est levuré.
parce que je veux être sûre que ça parte assez rapidement et surtout que ça aille jusqu'au bout de la fermentation alcoolique. En barrique, là, je laisse les fermentations démarrer naturellement. Parce que, bon, une cuve inox propre, elle est vraiment. Il ne reste plus rien dans la cuve. Une barrique, Le même si contenant, elle est oui. propre, il y a quand même encore. Voilà, c'est pas 100% sans micro-organismes. Mais bon, écoutez, ça se passe bien. En général, alors cette année, on a une nouvelle installation qui permet de mieux maîtriser les températures de fermentation. Parce que ça fait quand même 4 ans qu'on vendange au mois d'août. Et alors, donc nous, on habite un ancien moulin, donc on utilisait l'eau du moulin, l'eau du ruisseau, pour pouvoir rafraîchir les vins en cuve. Mais bon, ça a quand même ses limites. Donc là, on a mis en place un groupe de froid qui permet d'optimiser la régulation des cuves. Et c'est pareil, on a fait quelques travaux au chai à barrique pour pouvoir mettre un aérotherme et réguler l'hygrométrie du chai. Donc, voilà. Et puis c'est des installations qui deviennent utiles parce que même si cette année on a vendangé en septembre, bon, on ne sait pas ce que Oui, oui, tout à fait. Hein. les prochaines années deviendront. Alors après, au niveau vinification, donc en barrique, les fermentations se font. Je ne bâtonne pas s'il n'y a pas besoin de bâtonner. Je ne veux pas apporter non plus trop de matière dans les vins. Donc là, les barriques, je vous dis, c'est encore sur les fines. En cuve, en fait, je soutire un peu avant la fin de la fermentation alcoolique pour justement garder quand même des lits fines mais retirer les lits les plus grossières. Et voilà, là, ça va rester pendant 9-10 mois sur lit. Alors, je ne bloque pas la fermentation malolactique avec des doses de fou de SO2 parce que je pense que même si tu mets énormément de SO2, la fermentation malolactique peut partir si elle a envie de partir. Donc là, j'essaie de garder mes vins quand même le plus au frais possible pour que la fermentation malolactique ne démarre pas. Alors, ces dernières années, il est possible qu'au printemps, quand les températures augmentent, forcément, les vins se réchauffent aussi et des fois, la fermentation malolactique part. Bon, voilà, après, on essaie de laisser les vins le plus naturels possible. La malo, si elle doit partir, c'est que le vin a le potentiel pour la faire partir. En 2014, c'est une année très très acide. La malo est pas partie et j'ai même eu peur que ma prise de mousse, que mes levures pendant la prise de mousse ne puissent pas faire leur travail. Donc c'était vraiment très acide. J'ai pas désacidifié parce que j'aime pas du tout utiliser des produits œnologiques. Je suis désolée pour les commerciaux, mais c'est pas trop mon truc. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de laisser les vins le plus naturels possible. On essaye de travailler par parcelle. Alors c'est pas forcément pour faire des parcellaires à l'arrivée, parce qu'en général, jusque-là, on n'a pas de parcellaire, parce qu'à chaque fois, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, donc on rajoutait toujours un peu de cette parcelle-là, un peu de ce fût, donc on ne fait pas de parcellaire. Mais par contre, ça nous permet vraiment de travailler comme on le fait avec les cœurs de cuvée, les QVB, les tailles, en barrique, en cuve inox. Ça nous permet vraiment d'avoir un panel de vins très large pour affiner nos assemblages. Alors souvent, je prends l'exemple imagé d'un peintre. Un peintre qui a 3 couleurs, il peut faire un très joli tableau. Par contre, s'il a 30 couleurs, il peut faire un tableau plus précis. C'est un petit peu cette idée-là, la façon dont on travaille les vins pour après pouvoir faire un assemblage plus précis. C'est le but, hein, de toute façon, de pouvoir vinifier en parcellaire à la base. Hein. Oui, tout à C'est fait. ça. Hein. Oui. Alors, excuse-moi, on avait deux questions. La première, c'est est-ce que tu utilises des bois neufs? Non, je n'utilise pas de bois neuf.
Actuellement, tous nos fûts sont d'occasion. Alors, ils ont deux, trois vins. Alors, il y en a certains, ça fait quelques années qu'on les a eus, donc maintenant, ils ont un peu plus, ils ont peut-être 10 vins. Mais on n'utilise pas de bois neuf parce qu'on ne veut pas non plus apporter trop. Enfin, on ne cherche pas le côté boisé. Alors, on a une cuvée ici, c'est l'Evoli, là, qui est un petit peu plus boisée parce qu'elle est vinifiée uniquement en demi-muit. Alors, on ne l'élabore pas tous les ans. Mais sinon, on utilise le fût plutôt, j'allais dire, comme une épice dans un plat. Ça va nous apporter un petit plus, un peu plus de complexité. Par exemple, les marganes, actuellement, elle est élaborée avec 50% de vin vinifié en barrique ou en demi-muit, alors qu'il y a quelques années, elle était vinifiée à 30%. C'est sûr qu'avec l'augmentation de notre volume de fût, faut quand même qu'on les utilise dans nos cuvées. Oui, bien sûr. Mais c'est pas pour sentir le bois, c'est vraiment pour apporter plus de complexité et de richesse au vin. Donc le Ok. fait de voilà. Ouais. Il y avait une deuxième question, c'était par rapport à, tu sais, au levurage ou levure indigène. Oui. Pourquoi, pourquoi tu levures en cuve et pourquoi tu le fais pas en demi-muit, s'il Alors te plaît? pourquoi je levure en cuve? Parce que j'ai peur. J'ai peur que ça Le parte volume, hein. pas, j'ai peur que ça se passe pas bien. Donc pour l'instant, pardon, bah pour l'instant, voilà, j'ai laissé les fûts faire leur fermentation naturellement. Il y a quelques années, je ne le faisais pas. Maintenant, j'ai un peu plus confiance. Et sur les cuves, bah, je ne suis pas prête. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, voilà, je les laisserai faire. Pour l'instant, je veux encore maîtriser ma fermentation en cuve. Est-ce que tu trouves pas justement des levures de tes cuves dans tes bois? Alors, j'ai jamais fait d'analyse, hein, Ouais. donc je peux pas vous dire. Je ne Mais sais pas. est-ce que tes bois partent avant les cuves en Oh non, fermentation? les bois, ils partent un Eh peu oui. plus tranquillement, hein, parce que Ouais, bah évidemment oui. déjà, alors les tailles partent plus vite que les cuvées, forcément parce qu'elles sont un peu moins acides, donc ça a tendance à partir plus vite, même dans les cuves, Mhm. hein, de toute façon. Mais c'est vrai que ça met un peu plus de temps à partir. Alors, je ne m'inquiète pas parce que je sais que la fermentation en fût va être un peu plus longue. D'ailleurs, elle dure un peu plus longtemps. Alors, si vraiment ça traîne, je vais faire un petit bâtonnage pour aérer un peu le vin et remettre en suspension les lits. Mhm. Euh, bon, voilà, je sais que ça fonctionne et que ça se passe bien. Dans la cuve, je veux quand même garder ce côté assez droit et net parce que surtout pour la cuvée fleur de craie, c'est vraiment ce que je recherche. Et puis oui, j'ai un petit peu peur. Voilà. Ok, bah, déjà un grand merci pour nous avoir dévoilé quand même pas mal de petits secrets d'élaboration, hein. Hein. Ouais. Hein. Je sais pas si t'en dis autant à chaque fois à tes clients, importateurs ou autres, hein, mais Oh, bah écoute, moi j'explique parce que je trouve que c'est intéressant de savoir comment on fait. bah oui, bien Après, sûr. j'essaie d'être le moins interventionniste possible. Donc si les vins se portent bien, s'il n'y a pas de problème particulier, je dis souvent, si tu n'as pas mal à la tête, tu ne prends pas d'aspirine. Bah là, c'est pareil. Si le vin, si tout se passe bien sans ajouter quoi que ce soit et sans faire aucune action, eh ben, c'est très bien. Et je laisse le vin tranquille. J'essaie de le laisser au frais le maximum possible, c'est vrai, j'aime bien. Alors, je ne fais pas de passage au froid. Enfin, j'essaie de faire des passages au froid naturels parce que je veux pas, j'aime pas trop les passages au froid en cuve où on remue le vin et ça me plaît pas trop. Mais les vins de 2015, j'ai eu un petit souci de précipitation tartrique en bouteille. Donc je me suis fait un peu tirer les oreilles par Loïc. Alors après, maintenant, j'explique sur ma contre-étiquette que voilà, les cristaux de tarte, c'est naturel. C'est parce que c'est mon passage au froid naturel, bah, c'est pas fait aussi bien qu'il aurait dû. Et donc, quand on laisse la bouteille au frigo pendant une semaine, bah, il se peut qu'on voit
des cristaux de tartre. Ce qui se passe dans les vins blancs d'ailleurs, on en voit souvent dans les vins blancs des cristaux, Oui, sauf oui, que de dans temps en les vins temps. blancs, il n'y a pas le problème d'effervescence. Alors que dans un Mm. champagne, quand tu ouvres un champagne avec des cristaux de tartre à l'intérieur, c'est un peu C'est la fête. compliqué. C'est compliqué. C'est une Mais fête, hein. C'est une fête comme une autre, mais oui, voilà. c'est pas la même. Alors c'est pareil, j'ai pas dit, mais je filtre pas les vins, même après passage au froid, parce que ça m'est quand même arrivé de le faire, allez, 2 années en cuve, parce qu'il n'y avait vraiment pas eu de froid l'hiver, mais je ne filtre pas mes vins. Voilà. Après, ben voilà, après je me dis, on va faire, va y avoir l'assemblage. Donc l'assemblage, on va déjà soutirer les vins. Et après, au moment du tirage, il y a toujours de toute façon un fond de lit, enfin un fond de dépôt qui reste au fond de la cuve. Mm. Et après, il va y avoir le remuage en bouteille. Donc pour moi, enfin, j'ai pas envie de faire une filtration pour appauvrir le vin. Voilà. Il y en a de moins en moins, hein. Moins de collage, moins de filtration. Hein. Ok. Alors avant de nous présenter ta gamme, si tu te permets, je vais juste te présenter un peu Villeneuve-Sagrande très rapidement. Hein. Dans pour aller à Villeneuve-Sagrande en venant par exemple d'Épernay, eh bien vous allez prendre une route qui se situe dans le plateau ou soit sur la plaine. Et en fait, eh bien Villeneuve-Sagrande se situe à la pointe de la côte de l'Île-de-France en Champagne. Cette côte où vous avez les vignobles de Cormicy, d'Épernay, de la montagne de Reims, de la côte des Blancs, de la côte de Cézanne. Et donc toute cette côte se prolonge, hein, ça fait un rond comme ça. C'est la côte de l'Île-de-France. Et là, nous arrivons à Villeneuve-Sagrande, donc qui constitue le dernier cru de, de cette grande ligne de côte, hein, de cette cuesta, si vous voulez, de la côte de l'Île-de-France. Et la particularité, c'est que Villeneuve se trouve au chemin entre l'aspect côte et de la vallée, puisque nous avons la Seine pas très loin. Donc on a l'influence à la fois de la vallée de la Seine et à la fois de cette côte de l'Île-de-France. Et Villeneuve-Sagrande donc est un cru ouvert sur le plateau, donc une échancrure. Hein. On prend le coteau donc avec deux versants, l'anox qui coule entre guillemets pratiquement en plein centre, l'anox hein, qui veut dire pointe promontoire. Hein. Hein, elle prend naissance, sa source prend naissance sur le plateau et permet, grâce au jeu de l'érosion, d'avoir donc aujourd'hui trois versants, celui qui se situe vraiment pratiquement en bordure de plateau, et les deux autres versants qui sont sur la côte, le versant justement de ce plateau de Brie, avant d'arriver en plaine. Alors, Vinox-Sagrande, c'est un cru de Champagne depuis 1970. Alors, auparavant, au début du XXe siècle, il y avait plus de 300 vignerons à Vinox-Sagrande. Donc, bravo Aurélie d'avoir remis un peu de l'ordre là-dedans, hein, avec Loïc. Et que faisaient les habitants? Eh bien, la grande majorité, enfin pas la grande majorité, mais l'économie était surtout, entre guillemets, le jeu notamment de l'extraction minière hein, des argiles du secteur, puisque le secteur est très riche en ce qu'on appelle en argile plastique, et notamment en argile blanche de kaolinite. Hein, on avait un fleuve hein, qui se jetait dans ce grand delta à l'époque, au début du Sparnatien, et qui a déposé donc diverses couches d'argile. Et parmi ces couches-là, on a une couche d'argile qui peut prendre plusieurs couleurs, mais très riche notamment en kaolinite, hein, minéral argileux. On dit toujours que l'argile c'est pas minéral, mais bien sûr que si. Il y a beaucoup de minéraux argileux et donc qui ont été extraits notamment pour faire de la céramique. Et je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'à la fin du XXe siècle et surtout jusqu'au premier quart du XXe siècle, eh bien ces céramiques notamment servaient à faire les souvenirs. Quand vous alliez en bord de mer ou aux stations balnéaires ou aux stations de ski, vous trouviez comme ça des céramiques de souvenirs hein, que vous pouviez acheter. Et une grande partie était faite à Minoxagrande quand même, il faut le dire. Donc aujourd'hui, on prend plutôt du champagne hein, pour faire les souvenirs. Hein, ça a évolué. Hein, c'est beaucoup mieux comme ça, je pense aussi. Enfin, c'est Oui, c'est différent. Hein. sympa aussi. C'est sympa aussi hein, de ramener des bouteilles aux souvenirs. Hein. En plus, ça se boit. Hein, donc c'est quand même mieux Voilà, que la c'est porcelaine. utile. Hein. C'est utile. Hein. On pouvait prendre éventuellement des tirelires hein, pour le souvenir, mais bon, moi je préfère le champagne aussi. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un coteau, entre guillemets, dans la base est bien sûr une craie. Et cette craie est particulière parce que c'est une craie dont le toit est riche en silex.
Vous savez que quand la mer de Craie est partie, on a eu des chèneaux, hein, qui sont venus par le nord notamment, déposer, comme tout système un peu fluviatile, hein, on dépose des galets, des grottes, des graviers, etc., qui ont été plus ou moins remaniés, et on déposait également, ça peut être des galets de silex et autres. Et dans cette craie-là, on a des terriers, hein, qui ont été creusés et qui ont été comblés justement par les apports siliceux de l'époque, qui ont évolué de manière chimique et biochimique, grâce à des bactéries notamment, pour donner des silex. Et on trouve justement ces silex qui ont épousé, entre guillemets, les petits terriers dans la craie, et on trouve parfois des galets, mais surtout à Vinoxagrande, et on l'a vu nous quand on a fait les fosses, hein, notamment, ce que l'on appelle des silex branchus. Donc vous croyez vraiment sortir un bassin humain, entre guillemets, mais le silex à l'intérieur, il est plutôt sombre, hein, avec bien sûr la périphérie qui est de calcaire, hein. Donc c'est assez incroyable, hein, d'avoir ces masses comme ça de silex à même la craie, hein. Donc ça c'est une particularité. L'autre particularité, c'est d'avoir des éboulis sur cette craie de nature diverse, argileuse, sablonneuse, calcaire, puisqu'en fait le versant viticole monte jusqu'au toit de la craie. Juste au-dessus, eh bien, on va avoir notamment des craies un peu plus durcies, hein, et au-dessus, donc ce sparnacien avec des argiles qui ont, bien sûr, comme certaines couches sont imperméables, donc sont vectrices de source, hein, d'où sont issus notamment beaucoup de cours d'eau, hein, sur le secteur. Et bien sûr, on subit l'érosion et ont pu dévaler comme ça, hein, éventuellement, certains endroits. Ils ont été parfois remaniés par des sables et des grès qui sont venus par la suite, hein, donc aux cuisiens. Ensuite, on arrive au lutétien, petite tranche du lutétien, on l'a pas partout, hein, sur le secteur. Donc, ce sont des calcaires avec un peu de marne. Ensuite, on passe au bartonien avec des calcaires et des marnes. Et puis, le bartonien supérieur, c'est le ludien notamment. Donc là, on monte vraiment tout en haut, hein. Et là, on arrive à des calcaires un peu silicifiés qui annoncent les meulières. Mais sur la partie est, les meulières ont été décapées, alors que sur la partie ouest du versant, c'est encore présent. Donc les éboulis que vous allez voir sur les versants ont beaucoup plus de silex sur la partie ouest que sur la partie est, où les éboulis sont un peu plus calcaires. Donc les silex qu'on trouve sur les meulières sont présents sur la partie ouest, alors que les silex branchus viennent pratiquement juste après la mer de Craie. Donc il ne faut pas confondre, mais ce ne sont pas les mêmes types de silex. Dans tous les cas, on va trouver donc des terrains crayeux avec parfois des sols où vous trouvez du sable, de l'argile, et quelquefois vous trouvez vraiment des terrains avec beaucoup d'argile, hein, sur la craie. Et donc le jeu de l'érosion, hein, a simplement sculpté entre guillemets ces mamelons, défrichés par l'homme, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de lieux-dits qui font référence à des forêts, comme la Faïte, par exemple, la Faïte, hein, les hêtraies donc, hein, les forêts, etc. Enfin, je ne vais pas non plus trop raconter, mais quand même, il faut quand même venir voir Aurélie qui vous en racontera beaucoup plus que moi sur le secteur. Oui, mais sur le sol, je pense que vous le racontez mieux que moi. Ah, et tu me vous vois encore, hein, c'est fou. Ah oui, oui. On a quand même dégusté tes cailloux ensemble, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, la Et terre, c'était mais... vraiment très intéressant, hein. Et donc voilà, donc Villeneuve-Sagrande, bien sûr, à peu près 82 hectares et 82% de chardonnay. Donc c'est facile à se retenir, hein. Et donc, effectivement, on va trouver un tout petit peu de meunier, mais après, on va trouver le pinot noir. Mais donc, avec des chardonnays qui peuvent être très frais, des chardonnays qui peuvent être très puissants, de caractère, avec de la mâche. Et donc, c'est tout cet enjeu parcellaire dont parlait Aurélie, hein, qui est très important de vinifier, si possible, à part, hein, lorsqu'on a des parcelles importantes, pour ensuite composer un assemblage, ou voire même des parcellaires, qui ont des fortes personnalités. Parce que le secteur possède des fortes personnalités. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, hein. Ça va, ça te va, Aurélie? Très bien, parfait. Ok, J'ai rien à ajouter. ok, bah écoute, t'es très gentil. Alors, est-ce que tu peux justement nous présenter un peu ta gamme de champagne, s'il te plaît? Oui. Alors, on va essayer oula, de voir les champagnes. Ce serait plus sympa, si j'y arrive. Ah, ah, on les voit bien, Alors, ouais. Ouais, comment? ouais, ouais, c'est bien, on voit bien, hein, super. Alors, donc la première cuvée, c'est grain d'argile. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, hein. Donc, grain d'argile, en fait, c'est un assemblage Pinot Noir Chardonnay et c'est la seule cuvée dans laquelle on a des vins de réserve.
toutes les autres cuvées sont issues d'une seule année de récolte parce que comme on travaille en bio, c'est vrai que la campagne viticole va marquer quand même un peu plus les vins. Donc, on essaie de travailler sur l'année de récolte. Donc, Grain d'Argile, c'est vraiment une cuvée, je trouve, assez gourmande, fruitée, qui garde un peu de fraîcheur, mais qui est quand même, le pinot va vraiment apporter du fruit jaune, c'est sympa. Ensuite, on Alors, a la cuvée. excuse-moi Aurélie, hein. Excuse-moi Aurélie, parce que on commence quand même la gamme avec une cuvée qui s'appelle Grain d'Argile. Donc, c'est Oui, déjà, ça annonce un tout petit peu, entre guillemets, l'esprit du domaine. C'est une cuvée qui est non dosée. C'est une oui. cuvée donc d'assemblage. Il y a un passage en fût, comme vous l'avez dit Aurélie. C'est une cuvée en bio. Donc, vous commencez déjà fort, entre guillemets, pour votre entrée de gamme, hein. Oui. Bah, vous avez l'habitude, hein, mais Euh, alors effectivement, toutes nos cuvées sont non dosées. Alors, quand on a commencé à commercialiser, grains d'argile et fleurs de craie étaient légèrement dosés. Et je faisais ma liqueur avec le vin qu'on dégorgeait, en fait, pour vraiment rester le plus neutre possible. Et on dosait déjà peu. Et puis finalement, on s'est rendu compte que sans dosage, on gagnait vraiment en pureté. Et que l'équilibre du vin étant bien sans rien ajouter, maintenant, c'est vrai on dose plus s'il n'y a pas besoin. Donc voilà l'idée. ok. Euh, donc après, on passe à fleur de craie. Donc fleur de craie, c'est l'assemblage, enfin la cuvée dont je vous parlais, qui est vinifiée, elle est à 80-85% en cuve inox, parce que c'est vraiment, je trouve, un chardonnay enfin, une cuvée qui met en valeur la finesse du chardonnay. C'est très fin, très délicat, avec une effervescence très légère, avec une belle longueur en fin de bouche. Moi, j'ai un petit coup de cœur sur cette cuvée fleur de craie. Toujours non dosée. Donc là, actuellement, on est sur les vendanges 2017. Alors, c'est vrai que le fait de travailler sur l'année de vendange, euh, les vins sont différents d'un tirage à l'autre, parce que 2017, c'est un peu plus tendu que 16. 2015, c'était un peu plus solaire, donc un peu plus rond. 14, c'était hyper tendu. Mais par contre, on essaie quand même de garder la même direction de la cuvée à chaque récolte. Ensuite, on a les marganes. Alors, les marganes, c'est vraiment une autre image du chardonnay. Donc là, elle est vinifiée qu'avec des cœurs de cuvée. Donc, les premiers jus de pressurage, donc plus sucrés, plus acides, donc plus complexes. Une vinification à 50% en barrique ou demi-muit. Donc, ça va être un chardonnay, je trouve, plus gastronomique, avec lequel on va pouvoir accompagner tout un repas, même les fromages. Je sais que Geoffrey a fait une dégustation sur les cafés avec les marganes. Oui, Et c'est café vrai que froid, hein. c'est une cuvée enfin, c'est une autre image du chardonnay. Donc j'aime bien comparer ces deux cuvées-là parce que c'est pourtant issu des parcelles. Alors Fleur de Craie, c'est issu des parcelles Vinox-Beton. Les marganes, en général, on est sur 2 ou 3 parcelles de Beton. Euh, Généralement les Chaillois, la Chapelle et Pierre Cave. Mais bon, ça dépend des années, ça dépend de comment s'expriment les ventes de ces parcelles-là. Alors après, on a la cuvée Les Volis. Les Volis, c'est une cuvée, donc c'est un assemblage, 50% Pinot, 50% Chardonnay. On l'avait élaboré pour la première fois en 2015, parce que 2015, c'était une année superbe pour les Pinots. Donc on les avait vraiment mis en valeur. C'est une cuvée qui est vinifiée 100% en demi-muit. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a un peu une note un peu plus boisée, mais qui est quand même très fondue, parce que les demi-muits, ça donne, comme le volume de vin est plus important par rapport au volume de bois, on garde quand même de la finesse dans le côté boisé. La Grand Domée,
Alors ça, c'est une cuvée, là, elle est issue du millésime, enfin de la vendange 2018. On l'a élaborée la première fois en 2015. C'est Loïc qui voulait à toute fin faire un rosé. Et bah, je lui ai dit, écoute, moi, si je fais un rosé, c'est un rosé de saignée, parce que voilà, je préfère le travailler, la saignée, travailler la macération. Et je lui Mhm. avais dit, bah, si tu m'amènes des pinots superbes, eh ben, je ferai un rosé de saignée. Bah, en 2015, il m'a apporté des pinots superbes. Donc, j'ai pas pu lui dire non. Donc, il avait vraiment travaillé précautionneusement les parcelles de pinots. Ils avaient fait de la vendange en verre, ils avaient feuillé un côté, enfin, voilà, tout pour avoir des pinots superbes. Donc, quand on fait notre rosé de saignée, en fait, on cueille les grappes les plus belles dans chaque parcelle de pinot et on érafle, on garde que les grains de raisin, que les baies, mais Sans les euh, foulées? sans les fouler. Voilà, moi je veux pas trop fouler parce que je veux pas extraire trop de tanin. Euh, donc après je fais donc une macération de 24 heures en général et on fait beaucoup de pigeage au pied et je fais très peu de remontage. Alors je me suis aperçue qu'il fallait quand même que j'en fasse un voire deux parce que sinon j'avais pas beaucoup de jus. Mais comme je veux pas extraire trop de tanin, je veux Mhm. vraiment avoir des fruits très frais et garder de la fraîcheur. Donc, je trouve qu'avec les pigeages, ça marche bien. Enfin, en tout cas, ça me plaît. Et après, une fois que le jus a la couleur escomptée, bah, je soutire et je ne garde que le jus de goutte et je vinifie en cuve inox pour garder le côté frais. Donc, c'est un rosé, mais vraiment fruité sur la fraîcheur. Voilà. C'est toujours Tu, mon tu, rosé. tu sautires toute la cuve ou derrière tu fais du rouge? Alors, j'avais fait du rouge, mais vraiment enfin, c'est pas pour faire un coteau, hein. J'ai Mhm. pressé pour dire que voilà, que ce soit pas perdu et puis pour notre consommation, et qui était très sympa finalement, mais ça faisait très peu de volume. La première année, on avait fait 800 bouteilles hein, de rosé de Céline, donc Ah il ouais. restait pas grand-chose en vin de presse. Là, il est sur les vendanges 2018. On en a fait un petit peu plus, mais non, j'ai toujours pas gardé de vin de presse. Bah alors peut-être qu'un jour ça viendra. Je sais pas trop. Donc on en fait vraiment les années où le pinot s'exprime bien, où la qualité des grappes est très belle. On n'en fait pas tous les ans. Et là, donc là, c'est notre cuvée millésimée. Donc là, j'ai pas le magnum factice, mais j'ai l'étui. Donc en fait, notre cuvée que l'on revendique en millésime, on ne la tire qu'en magnum. Donc actuellement, on est sur le millésime 2015. Donc c'est toujours un 100% chardonnay, vinifié en barrique, 100% cœur de cuvée. Euh, alors souvent, je trouve qu'il se situe entre fleur de craie et les marganes. Il reste très fin comme fleur de craie, mais il a la complexité des marganes avec la vinification en barrique. Voilà, enfin toutes les cuvées qu'on peut retrouver chez Baramasson. Alors, je n'ai pas expliqué nuance de cornois parce qu'on va la déguster, Oui, ce mais que j'allais dire, nous en manque une. voilà, la Ah bah principale. tu peux la présenter, hein. Donc, nuance de cornois. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on avait fait avec Geoffrey il y a 3 ans maintenant. Les fosses pédologiques dans 2 parcelles de Vinox, Charmois et Les Colères. Mhm. Et en fait, en 2016, ça a été une année viticole très compliquée. On a gelé sur Vinox et Beton et il a plu du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Non-stop, il a plu, il a plu, il a plu. Donc en bio, c'est quand même assez compliqué parce qu'on ne traite qu'avec des produits de contact. Donc même si on utilise de petites doses, bah, à un moment donné, quand il pleut tout le Oui. temps, tout le temps, tout le temps, c'est vraiment compliqué. Il a fallu prendre le chenillard, traiter tous les 2, 3 jours. Ah, Enfin, c'est chaud. c'était compliqué physiquement, moralement, enfin bref. Et plus à Vinox qu'à Beton, parce qu'on a pris des orages qu'à Beton, on n'a pas eu. Et donc, la récolte était vraiment très petite. Par contre, alors, je vous disais qu'on vinifiait chaque parcelle séparément.
Et ben en 2016, alors un peu cette année aussi, mais surtout 2016, à Vinox, on n'avait pas assez de chardonnay pour faire un mar de 4000 kilos. Donc il a fallu qu'on assemble deux parcelles, donc Charmois et les Colères. Donc les chardonnays de ces deux parcelles, on les a assemblés, on les a pressés, vinifiés ensemble en demi-muit et un petit peu en cuve. Les pinots, c'est pareil, on a été obligé d'assembler les pinots des deux parcelles. Et finalement, quand on a fait les dégustations des vins, bah, les vins étaient superbes. Enfin, vu la peine, enfin, vu le peu de raisins qu'on avait eu à Vinox cette année-là, les vins étaient vraiment très très beaux. Alors, enfin, je me rebranche. La voici. Alors, voilà, les nuances de Cornouailles. Ouais. Alors, pourquoi nuance de Cornouailles? Alors, on n'a pas trouvé le nom de la cuvée tout de suite, mais Cornouailles, en fait, c'est le nom du moulin que l'on habite et où il y a la ferme à côté. En 1259, voilà, le moulin s'appelait Moulin de Cornouailles, donc c'était un petit clin d'œil au terroir. Et puis, pourquoi nuance? En fait, à partir des vendanges, enfin, pendant les vins issus des vendanges 2018, on a fait un blanc de noir issu du terroir de Vinox. Et peut-être qu'un jour, on fera un blanc de blanc. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette cuvée nuance de Cornouailles, parce que là, c'est un assemblage, donc 60% chardonnay, 40% pinot, vinifié à 70%. Alors, ça coupe un petit peu, oui. Donc, 70%, tu étais? Donc, 70% de vin vinifié en demi-muit, 30% vinifié en cuve, et bah, c'est toujours non dosé. C'est un millésime. Cette cuvée-là, je l'ai revendiquée en millésime, donc c'est un millésime 2016. Les deux cépages passent en demi-muit? Oui. Oui? D'accord. Enfin, ça change. C'est encore un vin différent. Va différent de la gamme. Alors, c'est marrant parce que, euh, bon, voilà, ça coupe un tout petit peu là où tu es, avec l'escalier derrière. Alors que à 1 mètre près, ça coupait pas du tout. C'est incroyable, hein. Eh ben oui, mais c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai la prise pour Ah oui, d'accord, oui, ok. connecter le téléphone. Euh, Alors, bah, pour l'instant, là, moi, je vais servir donc les nuances de Cornouailles. Je sais pas si vous entendez la mousse. Voilà, donc notre petit ciel de bulles. Alors, Aurélie va se reconnecter. Alors, un rapport avec le Cournouet de la vigne, non, il n'y a pas du tout de rapport, hein, Ludovic, que je salue d'ailleurs, et que j'embrasse. J'en remets un petit peu, hein, parce que finalement, j'en ai pas assez. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un autre verre. Voilà, Aurélie va se reconnecter. Et le miracle arrive. Et entre-temps, t'as vu, mon verre, il s'est rempli. ouais. Alors moi, je vais remplir le mien. Alors en plus, je suis d'autant plus content parce que ces deux parcelles-là, j'ai eu l'occasion de les analyser Ouais. et de les goûter. Ça fait drôle de dire on a goûté les parcelles. Ouais, mais si, c'est vrai.
Et c'est vrai que c'était enfin, une expérience super intéressante. D'ailleurs, il faut qu'on renouvelle la chose dans d'autres parcelles. Mais moi, j'étais vraiment bluffée que chaque horizon du sol apporte, enfin, corresponde à une caractéristique du vin issu de la parcelle. Et ça, à chaque fois, je le dis quand j'ai des visiteurs, parce que c'était vraiment très très intéressant de voir que les racines, enfin que toutes les racines qui plongent et qui vont prendre à chaque horizon des éléments et qui vont se retrouver dans le vin, bah ça c'est incroyable. Ouais, c'est fou, hein. Alors moi j'étais assez bluffé à l'époque parce qu'on avait donc là on est sur deux lieux-dits hein, qui s'appellent Colère, donc situé sur le versant est, enfin pour vous c'est là, versant est de Villenox, où on avait des beaux silex bien branchus, hein, donc bien sûr vecteurs de silice, mais vecteurs également de minéraux, notamment ce qu'on appelle les organomagnésiens. Et toutes ces notes-là qu'on va retrouver également dans des silex, notamment ramènent énormément de notes un petit peu fumées, mais surtout exotiques. Et quand on a dégusté la terre qui était autour de ces silex-là, on avait vraiment, donc on n'était pas en surface, on était en sous-sol, hein, on est bien d'accord. Hein. On avait des notes un petit peu de fruits exotiques, hein, d'oranges, d'abricots, de pêche notamment, sur la roche. Donc juste la terre posée dans le verre. C'était assez impressionnant. Et sur les charmois, donc charmois charmais, donc plutôt entre guillemets forêt de charme, entre guillemets. Donc avec une terre un peu plus riche, donc toujours la crème avec un peu plus de fragments dessus. On avait un côté patiné, mais toujours également un peu exotique, avec donc des éléments un peu sableux, sableux argileux avec le côté un peu citron orange. On était dans le fruit de la passion, toujours la pêche. Donc c'était assez bluffant, hein. Juste la terre posée dans le verre, je souligne. Hein. C'est assez bluffant. Et donc là, c'est la première fois que moi je déguste cette cuvée-là. Donc c'est pour ça que j'en parle, hein, parce que c'est doublement émouvant pour moi, parce que ça va être le rendu entre guillemets des deux parcelles directement dans le vin. Donc assemblage, joli assemblage avec une couleur bien soutenue hein, quand même hein, déjà. Hein. C'est une base de chardonnay, mais on a un jaune vert qui est presque dans l'or déjà, et très lumineux. J'essaie de le montrer comme ça, mais c'est voilà. On a déjà quelque chose d'assez. On s'attend à avoir comme de la matière déjà dans le vin. Ouais, ce premier nez, c'est fabuleux. Donc là, ce côté fruit de la passion, orange, pêche, on est complètement dedans, c'est fou. Ouais. C'est impressionnant. Avec ce côté un peu riche comme ça, mais un côté très aérien aussi. Je n'ai pas du tout de sensation boisée, hein, c'est vraiment Non, sur une c'était pureté de fruits. Hein. joli. Oui, oui, non, mais c'est, ça, c'est, C'est ce que bravo, hein, j'aime c'est, dans les demi-nuits. C'est parce que on a vraiment, bah, comme la surface de bois est, est plus faible par rapport au volume de vin, on a vraiment un boisé très fondu, très, très fin. ouais, c'est vraiment très élégant. Hein. Ça me plaît bien. Ça patine bien entre guillemets l'ensemble, mais sans apporter, c'est inodore. Hein. Hein. Donc on a bien ce côté un peu fruit charnu blanc hein, aussi, hein, amené par le chardonnay, ce côté pomme poire. Hein, mais derrière on a tout ce côté un peu exotique hein, qui s'exprime, ce côté exotique, fruit du soleil entre guillemets. Hein. Mais avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de précision, de certaines gourmandises aussi, déjà au nez. Hein. Alors je trouve que Nuance de Cornouailles, c'est aussi un vin gastronomique. C'est un vin avec lequel on peut accompagner un plat. Mais déjà au nez, hein, tu sais, moi j'ai déjà des idées de poissons, des idées de plats sur le veau, euh, sur des belles volailles travaillées en sauce. Déjà au nez, hein, on est déjà un éventail des fromages, on parlait des fromages tout à l'heure. Mais déjà là, c'est fou d'avoir comme ça sur le chardonnay, le pinot à cet endroit-là de la Champagne. Quand on pense au chardonnay de Beton sur le côté très droit, très franc, très crayeux, et là d'avoir ce côté très exotique hein, qui s'exprime. Et moi qui connais aussi d'autres cuvées de Vinoxa Grande où on est sur la richesse hein, fruitée, mais pas forcément sur le côté exotique. Là, on retrouve bien hein, ce qu'on a senti dans les parcelles, et c'est assez bluffant. Hein.
Alors, bien sûr, on va trinquer Par par caméra vision. interposée et à la santé également de toi, de Loïc et de celles et ceux qui nous suivent, hein, que je remercie d'ailleurs. Et puis, eh bien, ça va être la mise en bouche, hein, le grand moment. Parce que moi, j'ai toujours en tête le goût le goût de la terre qu'on a eu pendant la dégustation. Waouh. Comme on dit, ça envoie. Donc, on a vraiment cette belle ossature crayeuse, hein, qui est là, hein, bien marquée par la salinité et l'association calcium sur nos récepteurs sur la langue, hein. La signature crayeuse, elle est là. Le côté silice, entre guillemets, cet aspect silice de silex, on l'a juste ici, là, sous la gorge, très typé, hein. Côté sable, entre guillemets, siliceux, si vous voulez. Et puis derrière, on voit bien que la partie boisée est là pour enrober, pour soutenir un peu l'ensemble, hein. On voit qu'on a une assise sur laquelle le levain peut vraiment se lever, respirer, hein, et éclore complètement. Là, le vin, on sent qu'on a de la concentration, beaucoup de matière, mais le vin se donne déjà avec beaucoup de plaisir, hein, grâce justement à ces notes un peu exotiques que l'on a, une belle patine, une belle mâche, je trouve aussi, hein. Et Effectivement, puis, fraîcheur et gourmandise. on a quand même une belle longueur en fin de bouche aussi. Exactement. Il dure assez longtemps et je trouve que ça fait un bel assemblage. Alors, on a peu de pinot noir, mais on essaie vraiment de les mettre en valeur dans nos assemblages. Donc, c'est vrai qu'on a, bon, en volume, Fleur de Cresce, c'est notre plus gros volume. Les marganes en blanc de blanc, le millésime, on n'en fait pas tant. Et après, finalement, on a quand même beaucoup de cuvées d'assemblage. Grains d'argile, les volis, nuances de cornois. Alors, comme je vous disais, hein, pas tous les ans, parce que ça va vraiment dépendre des vins. Mais on essaie vraiment de valoriser nos pinots. Ouais, non, mais on voit qu'on a des pinots noirs également de caractère, hein, ici, hein. On voit que derrière, ça pousse bien, hein. On a des chardonnays de caractère, des pinots noirs de caractère, c'est un vin de caractère, moi j'aime beaucoup, hein. Beaucoup d'élégance, de gourmandise, et également de la mâche, et puis en fin de bouche, on a une belle longueur, on a quelque chose de salin, et en même temps, c'est très aérien. Et ce qui permet comme ça d'y revenir, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, depuis quelques années, parce que souvent, quand on vinifiait les pinots, donc, comme je vous disais, j'en vinifie toujours une partie, enfin une partie de cœur de cuvée en cuve inox. On avait des pinots très très durs, très très tendus. Et depuis quelques années, en fait, je vinifie les cœurs de cuvée qu'en demi-nuit. D'accord. Et, et finalement, ça leur va bien. Ils le supportent bien, ça leur apporte, bah, ça casse un petit peu ce côté un peu dur, et je trouve que ça fait des pinots encore plus élégants. Ouais, oui, puis je trouve que honnêtement, hein, on pourrait croire qu'on a un seul cépage, hein, dans le verre, hein. Ah On oui. a vraiment une fusion des deux cépages là qui est absolue, hein. Bah, je trouve que en fait, le pinot va apporter aussi ce fruité et cette richesse aromatique, et le chardonnay, lui, il va apporter bah, la fraîcheur et la longueur en fin de bouche. Et c'est vrai que j'aime bien aussi cette cuvée. Alors, elle est nouvelle, certes, mais je trouve qu'elle a vraiment son caractère. Et voilà, c'était un petit Oui. clin d'œil à 2016. On en a tellement besoin. Moi, je trouve qu'elle est d'une très très grande séduction, hein. Honnêtement, comme tu le disais, c'est très gastronomique. Tu vois, bah, j'imagine déjà traînant sur nos tables des fêtes, avec quelques buns de foie gras poêlé, tu vois, avec un petit confit d'oignon, ou sinon Ah un ouais. petit confit ananas, ananas mangue, ou tu vois, quelque chose comme ça pourrait être sympa. Après, pour continuer, pourquoi pas partir ici d'emblée sur un saumon gravlax, tu vois. Ah oui.
Saumon gravlax, sur ce côté, le saumon est bien, tout ce qui est un peu exotique, hein. On peut même jouer, vous savez, les shirashi, en ce moment c'est à la mode, les shirashi, saumon, avocat, etc. On vous laisse avec une vinaigrette exotique, là il n'y a pas besoin. C'est le champagne c'est un condiment, il va avec l'aliment. Et là il apporte, plus que l'aliment, il apporte beaucoup plus de choses même à l'aliment. Après, sur des poissons blancs qui apprécient tout le côté exotique, les réductions de jus de clémentine à l'échalote, etc. Sur, ça peut être sur du bar, ça peut être sur du flétan. Euh, on peut jouer sur le Saint-Pierre, faire un accord Saint-Pierre, vous savez, moi j'appelle ça les Saint-Pierre Rossini, Ah ouais, c'est-à-dire les filets de ça Saint-Pierre, c'est un peut peu être ferme hein, sympa. comme chair blanche de poisson, et ça se marie super bien avec des foie gras poêlés, hein. On peut s'amuser comme ça. Et puis après, comme je vous le disais, hein, bien sûr, tout ce qui est filet de veau, les filets mignons de veau, les navarins de veau, c'est l'époque des courges, des butternuts. Là, on est complètement là-dessus, hein. Complètement sur un vin qui va pouvoir vraiment faire écho à ce type de cuisine. Hein, imaginez un bon médaillot de veau dans le filet, avec une purée de butternut ou de potimarron que vous avez réveillé d'un tout petit peu de jus d'orange, un peu de poivre timut, oui, ou un peu de piment d'Espelette. Là, on est dessus aussi, hein. Avec quelques petits champignons, parce que nos pinots noirs, là, ils ont quand même beaucoup de caractère, hein. Donc, quelques petits champignons, on va mettre des petits champignons cloutés, vous voyez, des petites choses comme ça dans l'assiette. C'est assez joli. Bien sûr, tout ce qui est cèpe, hein. Moi ici, je voudrais simplement mon foie gras en terrine. Et vous prenez des cèpes, vous les émincez hein, à la poêle, et vous les faites revenir un peu à la poêle au beurre. Vous les passez sur un papier absorbant, vous les posez comme ça, les émincez, hein, directement sur votre foie gras. Et avec un champagne comme celui-ci, alors du veau à l'orange, hein, nous suggère Ludovic Pastet, bien évidemment. Hein, notre petite purée, on peut la faire à l'orange et on peut même laquer également avec une liqueur d'orange, que ce soit du canard, que ce soit du veau, avec cette cuvée-là. On peut même vraiment s'amuser. Après le langre, tout ce qui est langre, maroilles, ça marchera très très bien. Le maroilles, on peut le décliner en petites tartelettes, on peut le décliner en sauce, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses. Moi, j'irais même sur certains desserts ici, hein, des desserts très peu sucrés, Oui. en allant se faire plaisir. Alors moi, déjà là, je suis un peu sur le comté hein, d'emblée. Là, j'imagine un beau comté parce qu'on a de belles salinités également ici. Et puis pourquoi pas sur les desserts, vous faites un petit sorbet de mangue. À côté, vous faites un petit financier pur. Hein, et puis vous faites un petit carpaccio d'agrumes à côté. Et ça peut être assez sympa comme petite trilogie de desserts. Et quand vous mélangez le sorbet à la mangue avec le financier, eh bien en fait le sorbet va vous gommer un peu le sucre. Et là, on pourra introduire le champagne qui est non dosé, mais le champagne a sa gourmandise à l'intérieur, sans le sucre. Merci, chef. Alors, là justement, les chefs là-dessus, les sommeliers et les chefs, là je pense qu'ils vont avoir une inspiration divine, parce que ce champagne permet beaucoup de choses, hein. Et quel plaisir, quelle séduction, hein, c'est impressionnant, hein. Merci Aurélie de me faire découvrir cette cuvée, hein. Ah, c'est le côté exotique, à la fois relevé, épicé et autres, hein. C'est vraiment très séducteur, hein. Quand on sait la matière qu'il y a derrière en plus, et d'avoir réussi à garder cette substance qu'on a trouvée au fin fond de votre terre, entre guillemets, et qui est interprétée comme ça avec beaucoup de pureté dans le verre, c'est vraiment impressionnant, hein. Et bravo à vous pour nous interpréter ce potentiel vinique présent au plus profond de vos parcelles. On essaie en tout cas. Mais là, Ouais, c'est vraiment voilà, les raisins, le vin qui s'est exprimé comme ça. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, de laisser le vin être comme il est et de ne pas intervenir dans la vinification s'il n'y a pas besoin. Parce que là, il nous donne vraiment tout son potentiel. et bravo de ne pas l'avoir dosé, hein, parce que là, Bah, il n'y a pas besoin, hein. il n'y a pas besoin qu'il y ait une fraîcheur élancée qui est d'une pureté absolue, hein. C'est impressionnant, hein. Et Ouais, le puis pinot, là, ça donne à cœur joie, hein. comment? Je dis, le pinot noir, ça donne à cœur joie, là. Ah oui, oui. Ah là, on a la pivoine, on a la violette, on a le cassis, on a la fraise. Enfin, si vous saviez,
c'est sapide. Non, c'est vraiment d'une grande pureté. Hein. C'est vraiment un grand plaisir de le déguster. Et quand on connaît votre travail, voilà, c'est vraiment un instant particulier. Hein. Merci beaucoup. Eh ben, merci de le décrire comme ça parce que alors là, j'avais pas trouvé tout ça. Mais moi, je me replonge dans nos parcelles. Pourtant, ça fait déjà quelques années. Ouais. Mais là, je suis dedans, hein, complètement. C'est impressionnant. Hein. Il va falloir que je me fasse un chapeau avec les silex branchus parce que Ouais. ça, c'est quand même, c'est une particularité qui est fabuleuse hein, dans votre secteur. Hein. Mais il faut qu'on en refasse, faut qu'on refasse des fausses là parce que. Alors jusque-là, c'est vrai on travaille avec des parcelles. Chaque année, on a des parcelles qui correspondent aux vins, enfin qui vont nous donner des vins que l'on Hum, va pouvoir utiliser, enfin ou en tout cas qu'on aime, avec des caractéristiques que l'on aime. Et là, depuis qu'on a le 2000 kilos, on a découvert d'autres plus petites parcelles. Et là, il faut qu'on fasse des fosses aussi parce que c'était pour vraiment mieux connaître le sol. Et tu sais, aujourd'hui, je connais beaucoup de vignerons qui veulent acheter des 2000 kilos, hein, qu'on trouve pas. Ah bah oui, oui, non mais on a eu de la chance, mais on a mis quelques années avant de le trouver. Par contre, Ouais, c'est super, hein. Enfin, au niveau travail, enfin à la récolte, on peut, par exemple, vendanger le haut d'une parcelle, pas le bas, ou au milieu parce que c'est un peu plus mûr, ou ouais, les c'est sûr. kilos, on les travaille plutôt sur l'île, et on est vraiment content. Enfin, c'est très complémentaire avec le 4000. Et bon, alors cette année, faute de raisin, on l'a utilisé beaucoup. Mais d'habitude, c'est pareil, on l'utilise autant que le 4000 kg. Et il a vraiment sa place et Hum, on est vraiment content de l'avoir. magnifique. Alors, à quel prix sur cette belle cuvée et où est-ce qu'on peut la trouver, Alors, s'il te plaît? elle sort aux alentours des 56 euros. Mhm. On ne peut pas la trouver beaucoup. On la trouve à Reims, au Bon Manger, aux Trois Petits Bouchons, à la cave Colbert, je pense, à Épernay au 520. Et puis après, sur Paris, chez les cavistes, on la trouve pas. Et ouais, on la trouve pas beaucoup. Mais Et tu as si. déjà donné de très très bonnes adresses. Hein. Oui, bien sûr, les meilleurs. De très très bonnes adresses. Hein. Ok, bah écoute Aurélie, c'était un grand plaisir d'être avec toi ce soir pour notre 24e hein, live des vignerons indépendants de Champagne. Et quelle vigneronne, quel vigneron, on fait un coucou à Loïc en même temps. Hein, Oui. bravo, et on boit ta santé aussi. Hein, hein, à votre santé également, à celles et ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Passez une excellente soirée. Moi, j'ai passé un excellent moment avec Aurélie. J'ai appris des choses aussi, hein, parce que c'est pas évident hein, d'avoir pas mal d'informations comme ça. Donc, merci également pour cet échange, Aurélie. Eh bien, merci, c'était un plaisir aussi pour moi. Même si ça a coupé un peu et que Oui, mais ça, bon, c'est les aléas du direct. Hein. c'était très sympa, toujours très intéressant, tu as toujours tellement de choses à dire qu'on apprend toujours. Donc ça m'a fait plaisir aussi, un plaisir partagé. Très bien, ben écoute, bonne vie donc à nos nuances de Cornouailles. Ouais. Mais je pense que sa vie risque d'être courte. Il vaut mieux hein, en même temps. Oui, 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 oui. Il va être courte et j'espère qu'elle donnera beaucoup de plaisir aux dégustateurs. C'est le but, hein. Ça, j'en doute pas une seconde, hein, parce que moi, tu vois, je me tâte à rester là et à vider la bouteille. Mais non, 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 en toute modération, il faut le dire quand Oui, même. oui, oui. Hein. Bon, Ok Aurélie, bah écoute, un grand merci à toi. merci. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Rendez-vous la semaine prochaine pour un 25e live. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin, si tu veux bien. Puis, mais un grand merci à toi. Merci à toi, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce moment avec toi, avec tous ceux qui nous ont suivis. Je me rends pas trop compte, mais ça me fait plaisir. J'espère qu'au moins ça vous aura donné envie de goûter
à Nuances de Cornouailles ou aux autres cuvées. Et puis, peut-être au plaisir de vous rencontrer un jour ou de vous faire déguster nos vins. Voilà. À À bientôt. bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.